Les obsèques de Coluche inhumées ce matin au cimetière de Montrouge, c'était l'enterrement du cœur célébré par l'abbé Pierre. Les chantiers Normed en cessation de paiement, mobilisation sur les sites de la Ciotat, de la Seine et de Dunkerque. Le meurtrier d'une des 11 vieilles dames assassinées à Paris vient d'être arrêté par la police. C'est la confirmation qu'il y a bien plusieurs tueurs dans cette série d'assassinats. Pas de grève demain à la télévision, le mouvement est reporté à vendredi. Les demi-finales du mondial seront donc bien retransmises. Et puis ce mardi 24 juin 1986, cela fait 459 jours de détention pour Marcel Carton et pour Marcel Fontaine. 398 jours de détention pour Michel Seurat et pour Jean-Paul Kaufmann. 108 jours pour Aurel Cornéa et pour Jean-Louis Normandin. Et 48 jours pour Camille Sontag. Il reste encore 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Le triple hommage à Michel Colucci. Salut l'artiste, salut l'enfoiré, salut Coluche. Exit l'un des hommes qui nous aura donné le plus à rire, mais aussi bien souvent à réfléchir. Coluche, enterré ce matin en présence d'une foule de ses amis, connus et inconnus. Reportage Jean-Jacques Dufour, Jean Cornu et Jean-François Chevret. Ce matin, ce n'est pas une histoire drôle que nous a raconté Coluche, mais celle d'un mec qui fait son dernier voyage, entouré par ceux qui l'ont aimé. On a envie de dire que le destin est un enfoiré, qu'il n'avait pas le droit de nous priver aussi brusquement de son insolence et de sa tendresse. Ce destin qui tue le rire, ses potes, les motards, sont venus le narguer. Ensemble, ils partageaient la même passion. Ensemble, ils ont roulé vers l'église de Montrouge. Pour certains, Michel Colucci était peut-être un drôle de paroissien. Mais sa mère, soutenue par des proches, et l'abbé Pierre savent bien qu'il ne faut pas confondre, même si ça rime, grenouille de bénitier et générosité. Rendant hommage à celui qui était devenu son ami, l'abbé Pierre a dit: « Si vous entendez des gens dire qu'ils ne respectaient rien, c'est faux, je suis témoin. » C'est en fin de matinée que le convoi est arrivé au cimetière de Montrouge où plusieurs milliers de personnes attendaient leur ami. Derrière le corbillard, les proches de Michel, sur les côtés, les anonymes. L'inhumation a été rapide, mais Coluche, le fou du roi, a eu droit aujourd'hui au salut du pouvoir qu'il a si souvent pourfendu. Ils ne t'oublieront jamais, Michel, ceux à qui tu as fait comprendre, avec ton génie des mots de feu, qu'il faut être scandaleux pour lutter contre les scandales, et que l'élégance est dans la discrétion de la tendresse, et pas dans l'étalage des ambitions. Salut ma poule. L'hommage des saltimbanques a été rendu par Yves Montand. Tendre et lucide enfoiré. Je ne sais de Simone ou de toi quel est celui le plus enfoiré des deux, mais une chose que je sais et que je sais bien, vous perdez rien pour attendre. Hein. Allez, salut. Mais comme disait un grand clown, Charles-Élie Rivels, les comiques ne mouriront jamais. Il est encore avec nous, on entend son rire, même enterré sous une simple pierre tombale de grès gris. Coluche enterré donc aujourd'hui au cimetière de Montrouge. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'épilogue pour les chantiers navals Normed, mis aujourd'hui en cessation de paiement. On s'y attendait, mais ce soir c'est officiel. Et la prochaine étape, eh bien, ce devrait être très vite le dépôt de bilan. Ce serait alors la plus grande faillite depuis l'affaire Creusot-Loire. Nous verrons dans un instant les réactions sur place, c'est-à-dire dans les chantiers. Mais d'abord, le résumé de cette journée à Paris et de cette décision avec Maryse Manot. Quand il est arrivé au comité d'entreprise, Jacques Deloy savait qu'à la sortie, il ne serait plus président de la Normed. Le robinet des aides publiques étant fermé, 12 milliards en 3 ans, il ne pouvait que déclarer la cessation de paiement. Ce sera officiel au tribunal de commerce demain. Les syndicats ne sont pas surpris, mais le choc est rude. Eh bien, le comité central d'entreprise, l'ensemble de ses élus, se sont prononcés contre l'éventuelle cessation de paiement. Quel avenir politique? Mais nous espérons qu'il y aura un avenir et nous allons tout faire pour qu'il en soit ainsi.
tout faire, la CGT, qui est majoritaire à la Seine et la Ciotat, envisage même l'occupation. Dès demain, partout, on discute sur les chantiers avec toutes les catégories et les populations pour mettre sous haute surveillance l'outil de travail. On n'y touchera pas. La haute surveillance, ça veut dire de ne laisser place à personne qui viendrait casser l'outil de travail. C'est clair? Y compris, si c'est ça que vous voulez me faire dire, oui, la haute surveillance, c'est occuper l'outil de travail. La pression syndicale vise à maintenir une activité, même réduite, sur les 3 sites de Dunkerque, la Ciotat et la Seine. Mais cela, c'est au tribunal de commerce d'en décider dans les 7 jours. 2 solutions. Ou bien on entame la procédure de redressement avec un administrateur provisoire, ou bien on procède à la liquidation de l'entreprise. Dans le premier cas, un repreneur serait le bienvenu, mais ils sont rares. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, c'est la fermeture d'un ou plusieurs sites et la mise en reconversion des salariés licenciés selon le plan social qu'Alain Madelin annoncera jeudi. Une décision attendue tout autant que redoutée. Les chantiers navals prennent l'eau depuis des années et le ministre de l'Industrie, donc M. Madelin, avait annoncé, vous l'avez entendu, la suspension de ce que l'on appelle les subventions exceptionnelles qui permettaient aux chantiers de survivre. Des subventions qui doivent donc disparaître en même temps qu'apparaît un plan social de conversion. Mais pour Normed, ce sont 6 000 emplois qui sont touchés. Et sur place, les syndicats s'étaient donc dès aujourd'hui mobilisés, comme à la Ciotat ou à la Seine-sur-Mer. Ce sont les images de la Ciotat que vous voyez. Les 2 sites ont été déclarés ville morte entre 2 manifestations. Et le maire de la Seine, l'UDF Charles Scaglia, a démissionné de son poste de conseiller général pour protester contre les menaces de fermeture prochaine. Autre site menacé, Dunkerque, les ateliers, les chantiers de Dunkerque, où là encore les syndicats avaient aujourd'hui mobilisé. Voyez le reportage de Nicolas Jacobs et de Maryse Richard. Dans un instant donc, je pense, le reportage à Dunkerque de notre envoyé spécial Nicolas Jacobs. C'est un instant qui ne vient pas. Bien, je vais expliquer un problème. Bien, on me dit que c'est parti, donc ça va arriver. Pendant qu'à Paris on délibérait, à Dunkerque cet après-midi, c'était l'attente. L'attente du coup de téléphone qui apporterait la nouvelle. On ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'on ignore, quand on arrive ici, si les portes vont être ouvertes ou fermées. La région, il faut qu'elle vive, et on est là, et on va soutenir la navale, et on va soutenir les commerçants, on soutiendra tout le monde, mais il faut qu'on vive à Dunkerque, et on ne va pas se laisser faire. Toute la journée, le chantier a été paralysé. La plupart des 1600 employés étaient en grève et occupaient le site. Mais les portes sont restées ouvertes. Les Dunkerquois étaient invités à visiter le chantier. Une première visite pour la plupart, avec le sentiment que ce serait la dernière. Ça finira bien par fermer, à mon avis. Vous savez, il y a quand même un passement au cœur pour eux, hein, que voir fermer un tel service comme ça, un chantier naval comme ça. S'il n'y a plus ça, bon, que voulez-vous, la ville va mourir, hein, de toute façon. Le bassin dunkerquois, ça va être comme le bassin minier. Oui, le vide complet. Ça va être le vide. Dunkerque en état de choc. Il faut dire que le tissu industriel ici se désagrège. Un taux de chômage de plus de 14% et plusieurs autres secteurs en difficulté. CDF Chimie et son vapocraqueur et surtout la sidérurgie. Usinor et Sacilor, une usine en survie et 1500 suppressions d'emplois prévues pour les prochains mois. Pour le maire, apparenté RPR, pas question donc d'être celui qui enterrera la navale. C'est une chose que nous ne pourrions pas supporter économiquement et socialement. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, je présenterai ma démission de maire, car je dois vous dire que je suis personnellement, et avec moi la population de Dunkerque, très attaché à la construction navale qui, pendant près d'un siècle, a constitué un des atouts importants économiques de notre cité. Pour l'instant, les syndicats n'ont décidé d'aucune action. Ils doivent se réunir demain pour tenter de faire front commun. La police marque un point dans l'enquête sur les assassins de vieilles dames à Paris. Elle vient d'arrêter le meurtrier présumé de Germaine Charbonnier, découverte assassinée le 16 juin dernier. Il a tout avoué aux policiers et cela semble confirmer qu'il n'y a pas un maniaque, mais plusieurs tueurs qui s'attaquent ainsi aux personnes âgées. Explication Pascal Deschamps, Michel Levasseur.
C'est ici que Serge Caillard a été arrêté hier soir. C'est ici qu'il vivait, depuis 3 mois à peine, avec Blandine, la jeune femme de ménage de Madame Charbonnier. Serge Caillard, un homme violent, alcoolique, déjà interpellé la semaine dernière pour des affaires de coups et blessures. Il l'emmenait avec les menottes aux mains, quoi. Ce jeune homme habitait à côté. Oui, et puis le lendemain, il était libéré. Et ils ont arrosé ça bien copieusement, le reste, on a profité. Il est venu un soir frapper à ma maison, je ne lui ai pas ouvert, c'est tout, parce que je le sentais un peu éméché. Mais un soir de juin, Germaine Charbonnier lui a ouvert sa porte. Elle ne l'avait jamais vu, mais il s'est présenté. Je suis le fiancé de Blandine. La suite, il l'a raconté hier soir aux policiers. J'avais bu, je voulais de l'argent. Serge Caillard menace la vieille dame, lui extorque 1500 francs, puis la poignarde de 60 coups de couteau, avant de s'enfuir en emportant 2 chemisiers, ceux que la police a retrouvés hier chez lui. Dès le départ, les enquêteurs se sont orientés vers un crime de familier. Germaine Charbonnier ne sortait jamais, sa porte était munie d'une chaîne, elle l'avait donc ouverte sans se méfier. Crime de familier, crime isolé aussi. Serge Caillard ne semble pas être impliqué dans les 10 autres assassinats commis depuis le début de l'année à Paris. Terrorisme, peine de sûreté de 30 ans, contrôle d'identité renforcé. L'Assemblée nationale vient d'entamer l'examen des projets de loi consacrés à la sécurité présentés par le ministre de la Justice, M. Chalandon. Une discussion qui devrait durer plusieurs jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine. Les débats ont commencé tout à l'heure. Pourtant, dès avant l'ouverture des travaux, l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, a dénoncé ce qu'il appelle les coups de pub du gouvernement en matière de sécurité, justement. La grève à la télévision, ça n'est plus pour demain. Les syndicats ont levé leur préavis de grève pour demain et pour après-demain. Mais ils l'ont maintenu pour vendredi, ce sera le 27. C'est donc la réponse à la question que tout le monde se posait. Vous pourrez bien voir la demi-finale du mondial qui oppose la France à l'Allemagne à la télévision. Sur les raisons de ce revirement, voici le commentaire de Gaël Monlahuc. Le bras de fer commence jeudi dernier. En menaçant ce jour-là de faire grève le 25, la CFDT, la CGT et le SNJ majoritaire durcissent le ton. Mais le lendemain, au cours d'une assemblée générale, une partie des personnels corrige le tir et vote pour le maintien de la grève, mais avec diffusion du mondial et explication à l'antenne. En fait, la loi n'autorise pas ce dispositif. S'il y a grève, il y a programme minimum et c'est tout. Donc les syndicats renoncent aujourd'hui pour ne pas être impopulaires, sans avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient, à savoir des négociations avec François Léotard. Si les téléspectateurs voient le mondial, c'est parce que nous l'avons voulu ainsi. Et ça, c'est une chose importante. Maintenant, le ministre devrait faire quand même un geste pour qu'on sorte de cette situation de blocage qui lui incombe totalement. Pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout du rapport de force? Écoutez, si nous n'avions pas diffusé les matchs, nous aurions été les salauds. Maintenant que nous ne faisons pas la grève, on va nous dire que nous sommes dégonflés. Nous, on dit que nous sommes ni l'un ni l'autre, nous sommes conscients de nos responsabilités, très calmes, et que nous offrons aux auditeurs et aux téléspectateurs les programmes que nous faisons quotidiennement. Nous aimons le public est avec nous, les sondages le prouvent, ils sont contre la privatisation de TF1, contre le projet de M. Léotard, et c'est pour ça qu'avec le public, on continuera le combat. Préavis de grève donc pour vendredi, un jour sans mondial. À TF1, une majorité du personnel se déclare favorable à une grève reconductible tous les jours. Mais par ailleurs, cet après-midi, les syndicats FO, CGC et CFTC, qui s'étaient déclarés hostiles à la poursuite du mouvement, ont pu négocier avec le ministère un certain nombre de garanties concernant l'emploi. La télévision, c'est aussi le câble, une forme de diffusion que nous connaissons assez mal en France puisque seules quelques communes ont pour le moment été équipées pour recevoir la télévision, ce qu'on appelle la télévision par câble. Mais Paris est maintenant presque prête, encore 3 mois, une centaine de jours, et la capitale sera à son tour câblée, ce qui permettra un choix plus grand de programmes et une qualité supérieure d'image et de son. Le détail avec Olivier Lerner qui nous explique à quoi va et peut servir cette télévision câblée. La tour Eiffel plie sous les antennes. Le câble à Paris s'est installé sous terre depuis 1 an, mais il en faudra 10 pour creuser dans l'ensemble des arrondissements. Dès le mois d'octobre, 15 chaînes seront diffusées sur le réseau câblé parisien. Les habitants du 13e, 14e et 15e arrondissement seront servis les premiers. Au total, 1 300 000 prises seront posées qui feront de Paris le premier réseau câblé européen. Les 6 chaînes actuelles seront diffusées sur le câble, plus 8 autres programmes composés d'un canal information service parisien, l'opérateur n'est pas encore désigné, d'une chaîne pour les jeunes, le groupe Hachette s'est précipité, et de quelques chaînes américaines, anglaises et espagnoles. L'investissement est important, 4 milliards de francs.
Bonne nouvelle pour le téléspectateur, pas d'antenne supplémentaire à poser sur le toit. Une simple prise suffira, contrairement aux apparences. Abonnement individuel 140 francs mensuels, un sélecteur pour 20 francs par mois si votre téléviseur a plus de 10 ans. 9% des Parisiens sont déjà prêts à s'abonner immédiatement. C'est suffisant pour que le câble à Paris s'impose. Ailleurs, ce sera plus difficile. Conseil de défense cet après-midi à l'Élysée, présidé par le chef de l'État et auquel assistait notamment le Premier ministre, M. Chirac, les ministres de la Défense et de l'Économie. Premier conseil de la cohabitation prévu, semble-t-il, depuis le mois de janvier dernier. Un conseil qui procède périodiquement à l'analyse de l'ensemble des problèmes de défense en France et dont les délibérations sont toujours tenues secrètes. Aujourd'hui, il était vraisemblablement question du retard pris dans la loi de programmation militaire 84-88. Un coup de frein au projet du centre de loisirs européen inspiré de Disneyland et qui doit être installé en Seine-et-Marne. Le conseil régional d'Île-de-France a refusé son mandat, et c'est une surprise, à son président Michel Giraud pour signer le contrat définitif entre la France et l'Amérique. Les élus régionaux ont estimé qu'il leur fallait encore du temps pour réfléchir. Rendez-vous a été pris pour le 10 juillet. Les chercheurs français dans la rue partout en France pour protester contre les réductions de budget qui touchent le CNRS, c'est-à-dire le centre moteur de la recherche publique dans notre pays. C'est une conséquence des économies budgétaires pour l'année 86. Jacques Violet. Aujourd'hui, pour réaliser leurs expériences, les chercheurs ont besoin de machines gigantesques nécessitant des investissements financiers considérables. Des machines dont la durée de vie est souvent très réduite. La compétition internationale acharnée que se livrent les chercheurs du monde entier est souvent gagnée par ceux qui disposent les premiers de ces nouvelles installations. En raison de réductions de budget et d'annulations de crédits décidées par le nouveau gouvernement, la réalisation de certaines de ces expériences sera retardée d'1 ou 2 années au moins. Ces réductions de budget vont également avoir des répercussions importantes sur l'embauche des jeunes chercheurs. Nous ne pouvons être que consternés par le fait que les mesures qui sont prises vont freiner l'emploi des jeunes scientifiques. Or, l'emploi des jeunes scientifiques, si on ne prend pas les gens maintenant, ça a des conséquences d'ici 15 ans. Ce sont des choses irréparables. Cet après-midi, ils étaient plus de 3000 dans les rues du quartier latin. Les syndicats de chercheurs dénoncent ce qu'ils appellent le démantèlement du Centre national de la recherche scientifique. De plus, une décision du Conseil d'État vient d'annuler les élections au Conseil national du CNRS. En quelque sorte, le Parlement de la recherche, qui juge le travail des laboratoires, étudie les promotions et décide du recrutement des futurs chercheurs. Plus généralement, la communauté scientifique s'inquiète de la nouvelle politique en matière de recherche, une politique qui risque en effet de créer une recherche à 2 vitesses. Voie royale pour des travaux comme ceux-ci débouchant sur des applications industrielles, voie de garage ou presque pour les sciences humaines. 2 représentants du rugby français qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande viennent d'obtenir l'autorisation de rendre visite aux agents secrets français Dominique Prieur et Alain Maffard, détenus dans ce pays depuis l'affaire du Rainbow Warrior. Le directeur de la tournée et le capitaine de l'équipe de France de rugby, Daniel Dubroca, vont donc rencontrer dans les jours qui viennent les 2 agents français, ceux que l'on appelait les pseudo-époux Turange. Polémique autour des subventions accordées par ce que l'on appelle l'ONASEC. C'est un organisme chargé de l'action sociale, éducative et culturelle. L'actuel secrétaire d'État aux rapatriés accuse cet organisme, créé en 1984, d'avoir dilapidé des fonds publics destinés aux Français musulmans rapatriés, c'est-à-dire ce que l'on appelle les harkis, ce que conteste l'ancien ministre Raymond Courrière, directement mis en cause. Le point, Alain Valentini. Le bâtiment principal de l'ONASEC, le voici. Il est installé à Carcassonne dans le cadre de la décentralisation et sous tutelle du secrétariat d'État aux rapatriés. Il emploie actuellement 150 personnes, dont 47 dans l'Aude. Le rapport de l'inspection générale de l'administration est accablant. Il fait état d'une organisation contestable, d'une gestion peu orthodoxe, d'absence de règles juridiques précises. Il conclut que pratiquement les 50 millions alloués par le gouvernement aux harkis et à leurs familles ont été utilisés à de toute autre fin que les aider et combler les handicaps. On note qu'il y avait des permanents socialistes largement rémunérés, que le parc de véhicules était important, qu'on a subventionné des associations comme celle de Madame Castro Fabius, comme celle de Madame Marthe Mercadier et Roland Dumas, autant de gens qui n'avaient rien à voir avec les harkis.
Ce que je reprocherais, parce que les faits sont absolument patents, c'est qu'on ait utilisé l'argent des plus pauvres à des fins strictement politiques. Quant à l'ancien secrétaire d'État au rapatrié, Raymond Courrière, qui exerçait la tutelle sur l'ONASEC, il précise qu'aucun centime n'a été dévoyé et que tout l'argent des harkis est allé aux harkis. Je prendrai l'histoire des voitures. Hein. Il y a en fait 20 voitures en France, dans toute la France, et 3 au siège, au lieu des 30 à Carcassonne, comme le prétend mon prédécesseur. La subvention à Espace 89 n'a jamais été payée par l'ONASEC, c'est donc un mensonge. Pour ce qui est de la subvention à Marthe Mercadier, c'était une subvention dont le conseil d'administration de l'ONASEC avait prévu d'en faire le paiement pour ce qui est des femmes musulmanes et de l'action en faveur des femmes musulmanes. Je trouve que c'est exactement dans notre rôle que de faire cela. Après tout, je vous dirai une chose. On reproche à Marthe Mercadier de s'occuper des femmes musulmanes. Moi, je pense que si M. Chalandon s'est occupé des avions renifleurs, je ne vois pas pourquoi Marthe Mercadier ne pourrait pas s'occuper des femmes musulmanes. Une querelle dont se seraient bien passés en tout cas les 350 000 Français musulmans. Une réception traditionnelle offerte aujourd'hui à l'hôtel Matignon en l'honneur des parlementaires. Vous allez voir les images, plusieurs centaines de personnes donc qui ont répondu à l'invitation de M. Chirac, du Premier ministre. Une réception placée là encore sous le signe de la cohabitation puisque les journalistes ont aussi noté la présence de députés et de sénateurs de tous bords mais également de collaborateurs de François Mitterrand comme par exemple le secrétaire général de l'Élysée, M. Bianco, et le porte-parole de la présidence, Michel Gendreau-Massalou, que vous avez vu il y a un instant. La normalisation se poursuit entre la France et l'Iran après la libération de nos amis Philippe Rochaud et Georges Ansen et alors qu'il reste toujours 7 otages français au Liban. C'est ainsi qu'une délégation économique iranienne est en France pour régler ou du moins faire avancer le dossier du différend financier entre Paris et Téhéran. C'est un point essentiel de la discussion entre les deux pays. Nous allons maintenant reparler du sida, puisque vous savez, un congrès consacré à ce thème se tient actuellement à Paris et nous avons choisi tout au long de cette semaine de vous parler de ce problème et plus généralement de ce que l'on appelle les MST, les maladies sexuellement transmissibles qui prennent aujourd'hui l'allure d'un véritable fléau. Aujourd'hui, plus de 2000 spécialistes comparaient leurs travaux à Paris. Ils faisaient notamment le bilan des traitements du sida avec une conclusion préoccupante, les choses ne vont pas vite. Compte rendu, Lucie Soboul. Les chercheurs réunis ici au Palais des Congrès se sont attachés à montrer qu'un bon nombre de traitements étaient entrepris dans le monde contre le sida, mais aucun résultat décisif ne nous a été présenté. Depuis un an pourtant, des progrès importants sont réalisés contre l'ensemble des maladies infectieuses qui accompagnent le sida, qui en sont en quelque sorte la conséquence. D'abord, on sait mieux les traiter, la qualité de vie des malades a été améliorée, et ensuite, dans certains cas, on sait éviter les rechutes qui étaient d'un mauvais pronostic pour la suite de la maladie. La seconde approche thérapeutique présentée ici consiste à s'attaquer directement à la cause de la maladie, c'est-à-dire à bloquer le virus responsable de l'infection de l'organisme. On utilise pour cela des produits antiviraux, une dizaine sont utilisés dans le monde, et le bilan cet après-midi nous a été présenté par les chercheurs. Et il n'y a pas eu de résultats très enthousiasmants, il faut bien le dire. D'abord, ces produits sont souvent toxiques vis-à-vis des malades et ensuite il n'est pas facile de vérifier leur efficacité. S'ils sont efficaces in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, ils n'apportent en général aucune amélioration clinique chez les malades. Chez certains, pourtant, on a vu une amélioration de l'état général, mais de façon globale, ces résultats sont transitoires et régressent dès que l'on arrête le traitement. Le problème de fond, c'est que ces malades voient leur état immunitaire profondément atteint. C'est pourquoi, à l'avenir, les traitements les plus prometteurs pourraient venir d'une association entre ces produits antiviraux qui bloqueraient le virus dans l'organisme et des méthodes qui permettraient de reconstituer le bon état immunitaire de l'organisme. Nous verrons demain en détail donc sur cette affaire du sida, avec notamment un reportage de notre correspondant Claude Guénière. Nous allons parler football maintenant avec cette information qui m'arrive à l'instant, qui m'apprend que pour la demi-finale, donc pour France-Allemagne, Rocheteau est forfait. Il est remplacé par Bellone, Bruno Bellone, qui devient ainsi titulaire. France-Allemagne, ça veut dire qu'il y a d'un côté la France et de l'autre côté l'Allemagne. L'Allemagne, qui est un adversaire très redoutable pour la France, qui le sait, qui en a le souvenir d'il y a 4 ans. Alors pour en savoir un peu plus sur ce qu'est aujourd'hui cette équipe de RFA, eh bien voici sa radiographie faite par notre ami Montel. 4 jours après la samba brésilienne, c'est le réalisme allemand qui se dresse
reste sur le chemin de l'équipe de France. Une équipe d'Allemagne qui n'a guère convaincu jusqu'ici en accumulant les contre-performances. Une défaite face au Danemark, un match nul contre l'Uruguay et une très courte victoire en huitième de finale devant le Maroc, un coup franc de Lothar Matthäus à 2 minutes de la fin du match. L'Allemagne handicapée puisqu'elle sera privée demain de son milieu de terrain Thomas Berthold, expulsé contre le Mexique en quart de finale. Une absence préjudiciable car l'entrejeu reste le point faible de l'équipe. Sans réelle imagination en l'absence du meneur de jeu de Barcelone, Bernd Schuster. Résultat, les attaquants allemands manquent d'efficacité à l'image de Karl-Heinz Rummenigge qui tarde à retrouver la grande forme. 4 buts seulement marqués en 5 rencontres. Mais les Allemands conservent tout de même de sérieux atouts, les accélérations souvent décisives de l'arrière-d'aile Hans-Peter Briegel et la solidité de la défense centrale Förster-Jakobs. Le talent d'Harald Schumacher, bien sûr, le gardien de Cologne. Schumacher qui a réalisé jusqu'ici un véritable sans faute, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, en portant secours à l'attaquant mexicain Sanchez, blessé. L'Allemagne enfin, d'autant plus redoutable qu'elle se sent menacée. Les Français, il y a 4 ans à Séville, en ont déjà fait la triste expérience. Voilà une météo pleine de soleil maintenant avec Brigitte Simonetta. C'est une météo pleine de bisous. Oui, une météo câline. Et les câlins de la météo ne sont pas des bisous, mais sont des rayons de soleil. Alors il fait beau pour demain, mais vous savez qu'il faut toujours apporter quelques nuances. Je vous propose de regarder la carte. Beaucoup de soleil, bien sûr, mais première nuance, la photo satellite. Oui, si vous voulez, cette perturbation-là, on l'a eue avant-hier. En fait, elle date, cette photo satellite. Et bien ça y est, la perturbation a été rejetée. Alors maintenant, les bisous de la météo. Donc, du soleil. Soleil après le brouillard, tout de même matinal, qui sera partout et qui sera important, lent à se dissiper. Puis après, donc, le soleil brillera. Il y aura tout de même encore quelques nuages un peu plus importants sur les côtes de la Manche et de la Bretagne, mais rien de très grave. Les températures restent stationnaires, de 19 à 29 degrés sur la moitié nord et de 24 à 29 degrés sur la moitié sud. Demain, attention, c'est le mercredi 25 juin, mais ça y est, les jours diminuent. Une minute de soleil en moins. Il se lèvera à 5h50, se couchera à 21h56 et ce sera à la Saint-Salomon. C'est bien la photo qui était prévue là. C'est bien la photo qui était prévue, oui. Très bien. Dernier journal est aux environs de 23h15 avec Daniel Lecomte. Il aura 2 invités pour discuter de l'examen qui a actuellement lieu à l'Assemblée nationale. L'examen sur les projets de loi sur la sécurité présenté par M. Albin Chalandon. Et puis demain matin, 6h45, premier rendez-vous avec l'actualité. C'est donc Télématin. 6h45, quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Antenne 2.